Magnifique, tout le monde est installé. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers partenaires industriels, au nom du SPV Mobilité et Infrastructure et de la Sofico, j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre magnifique des Moulins de Bay pour notre nouvelle rencontre avec les entreprises. Et comme vous le voyez, on a veillé à avoir une météo clémente pour que le débat soit très clément également. En cette fin d'après-midi, nous allons vous présenter pour de nombreuses thématiques les projets qui vont se matérialiser au cours des 18 à 24 prochains mois. Nous parlerons ainsi du volet confié à la Sofico au SPVMI et nous aborderons les thématiques d'ouvrage d'art, de plantation, études environnementales, bassin d'orage, bruit, les modes actifs et les modes collectifs. Nous aborderons les différents secteurs technologiques. Nous parlerons bien évidemment des voies hydrauliques et aborderons rapidement en fin d'après-midi le volet entretien routier. Nous vous parlerons d'un nouvel outil qui s'appelle Omega. Dans 2 heures, vous le connaîtrez et dans quelques mois, vous le maîtriserez. De même, nous allons vous parler des bâtiments et des projets subsidiés. Donc, vous l'avez très bien compris, nous allons ainsi vous expliciter tout ce que l'on attend de vous dans les mois à venir. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, soyez extrêmement attentifs. Votre futur se dessine sur le grand écran. Un petit mot, je viens de parler de secteur technologique, donc on va se lancer directement dans la technologie. La présentation est téléchargeable. Vous avez le QR code, je vois que déjà tout le monde sort son GSM. Je vous invite dans la continuité à couper les sonneries, comme ça ce sera fait. Et si jamais ça ne va pas, vous avez tout partout les affiches qui sont ici le long des couloirs et qui seront dans la salle où on vient de vous accueillir et tantôt nous terminerons notre après-midi. Avant de commencer les différentes présentations, je remercie Monsieur le ministre Philippe Henry d'avoir accepté d'ouvrir notre débat, d'ouvrir notre colloque, et je l'invite dès lors à prendre la parole. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, en cette magnifique après-midi, mais il fait assez bon, effectivement, à l'intérieur de cette salle. Un peu de frais ne fait pas de tort non plus. Alors, vous le savez, on est à la 4e année de législature 2019-2024 et nous avions donc des ambitions importantes pour les infrastructures et pour la mobilité dans le cadre de l'accord de gouvernement. Bien sûr, ambitions qui ont été aussi revues, pas spécialement diminuées, mais plutôt augmentées avec d'autres défis et d'autres difficultés aussi que nous avons dû rencontrer avec les crises successives qui se sont invitées dans cette législature et que vous avez, comme nous, subi et qu'il a fallu évidemment intégrer aussi dans notre planning de travail. Alors, vous le savez, donc on s'inscrit dans le cadre de la vision FAST 2030, qui en réalité nous précédait, qui a été élaborée à la législature précédente, qui donnait des grands objectifs d'ici 2030, mais surtout qui ont été transcrits dans notre programmation d'investissement et aussi dans notre, désormais dans notre PAS adopté par le gouvernement, le plan Air, Climat, Énergie de la Wallonie, qui doit être d'ailleurs renvoyé dans la contribution nationale belge vers le niveau européen dans les prochaines semaines, et puisque nous devons atteindre nos 55% d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire, et qui donc se traduit par tout un ensemble de mesures. Et bien entendu que la mobilité est une partie très importante de nos émissions domestiques, si on ne prend pas en compte le secteur industriel qui est, lui, géré par le niveau européen, d'où ces objectifs très ambitieux qui sont repris dans la stratégie FAST et qui sont repris aussi dans nos priorités d'investissement. Donc les principaux défis finalement en termes de mobilité qui étaient repris dans notre accord de gouvernement, c'est clairement le rééquilibrage du partage de l'espace public au profit des piétons, des cyclistes, des usagers des transports en commun pour permettre un transfert modal suffisant vers les modes actifs, vers les transports en commun et par ailleurs également de manière similaire au niveau du transport marchandises vers le rail et la voie d'eau. C'est donc aussi créer les infrastructures nécessaires, notamment en site propre pour les transports publics, les voies cyclables efficaces et confortables pour permettre l'ensemble de ce report modal. Et c'est aussi, bien entendu, intégrer l'intermodalité, c'est-à-dire les lieux d'interconnexion entre les modes de déplacement, puisque
On mesure bien aussi qu'un seul mode de déplacement, la plupart du temps, ne suffit pas pour accomplir tout un trajet, ou en tout cas l'ensemble de ces trajets, sauf exception, et que si on veut se passer de la voiture individuelle, qui quand même est extrêmement flexible comme moyen de déplacement, il faut bien le reconnaître, souvent on va devoir combiner plusieurs modes. Et donc c'est très important d'avoir les lieux d'interconnexion, d'intermodalité, les mobipoles, et pour permettre de passer efficacement d'un mode à l'autre. Alors comme je le disais, nous avons rencontré des crises très importantes. Ces crises ont eu un impact bien sûr sur les coûts des matériaux, sur le coût de l'énergie, sur la disponibilité de la main-d'œuvre, une pression accrue sur les pouvoirs publics. Donc ça s'est effectivement traduit, impacté sur nos planifications, sur nos travaux. Je pense qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une phase de travaux, de beaucoup de budgets qui sont disponibles. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent auprès de moi parce qu'il y a des travaux partout. Mais en général, on se plaint toujours bien de quelque chose. On se plaint aussi là où il n'y a pas de travaux, là où il y a trop de trous dans les routes encore, etc., etc. Donc c'est compliqué évidemment de contenter tout le monde, surtout dans les situations d'engorgement que nous connaissons, où il y a évidemment, dès qu'il y a des travaux, forcément des complications importantes en termes de mobilité. Mais donc, nous sommes clairement dans une phase, pour l'instant, vraiment de travaux importants. Et comme je le disais encore, monsieur le directeur général, juste en arrivant, je pense que nous devrions, dans les prochaines années, réussir à faire en sorte qu'il y ait un volume de travaux qui soit plus régulier dans le temps, parce que je sais que pour le secteur, c'est un élément très important, et pour le pilotage des pouvoirs publics aussi. Mais ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des cycles politiques et des cycles budgétaires. Nous avons ici aussi eu des importants budgets, bien sûr, venant du niveau européen, avec le plan de relance de la Wallonie, en plus des crises qui sont ajoutées. Donc tout cela qui fait que on n'est pas dans des années qui se ressemblent les unes aux autres, et on a donc effectivement un peu des pics et des creux, ce qui est extrêmement compliqué pour la gestion, la programmation et pour vos propres travaux. Alors, si je reprends le plan infrastructure et mobilité pour tous, clairement dans ce plan, où on vise donc à traduire les objectifs du gouvernement en termes d'infrastructure, nous avons voulu privilégier, bien entendu, l'entretien et la rénovation du réseau existant. Nous avons un réseau très étendu. Nous avons évidemment donc des coûts aussi très importants en termes de rénovation de ce réseau. Et par ailleurs, bien sûr, permettre ce transfert modal. Donc forcément, créer les infrastructures qui vont permettre ce transfert modal. Donc à la fois en adaptant, lorsqu'il y a rénovation de voirie, l'espace nécessaire pour ces autres modes de déplacement, et également en prévoyant les infrastructures spécifiques. Je pense par exemple aux cyclostrades. J'y reviens dans un instant. Dans cette mise en œuvre du plan infrastructure et mobilité pour tous, nous avons l'année dernière, je vous avais annoncé ici même que la révision de ce plan allait être soumise au gouvernement en tenant compte de toutes ces évolutions auxquelles nous avons été confrontés. Cette révision est maintenant acquise, actée depuis le 15 décembre 2022. Le gouvernement a validé la proposition de révision, les dates de programmation de certains projets géolocalisés qui ont été reportés ou étalés dans le temps pour différentes raisons. Certains projets entamés pendant la période Covid avec toutes les conséquences que l'on sait. Aussi le délai de réalisation de l'ensemble du plan qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2027 afin de permettre la réalisation de l'ensemble de tous ces projets qui se sont un peu étalés effectivement, et d'intégrer aussi les projets nouveaux que nous avons dû, notamment en conséquence des inondations réalisées dans une certaine urgence, et bien sûr aussi, bien entendu, respecter les trajectoires budgétaires dont nous devons évidemment rendre des comptes, bien entendu, en termes d'utilisation des budgets publics. Donc la volonté du gouvernement est clairement que tous ces projets, même s'il y a un peu d'étalement dans le temps, que tous ces projets soient concrétisés, que chaque usager puisse disposer d'infrastructures de qualité et sécurisées. Je parlais en particulier de la question des cyclostrades. Ce sont des investissements nouveaux, ce sont des vraies infrastructures, une vraie compétence proche, bien entendu, des travaux routiers, mais quand même spécifique aussi, que nous sommes en train d'acquérir en Wallonie. Nous ne sommes pas en avance en termes d'infrastructures cyclables, bien sûr, si on compare à certains voisins. Et on est en train de changer d'échelle maintenant pour que ça devienne vraiment un vrai moyen de déplacement au quotidien qui prenne vraiment une part importante modale. C'est le cas, par exemple, du lien de la Wallonie vers Bruxelles, puisque j'ai inauguré tout récemment le premier tronçon de la N275 à La Hulpe, qui permettra de relier la capitale. Nous avons d'autres cyclostrades, nous avons le projet ambitieux de la Vesdrienne, etc. Donc c'est un véritable réseau structurant, cyclable, efficace, structuré, qui est en train de se mettre en place, et ça me paraît
très très important. D'ailleurs, ça répond à une demande aussi très importante de la population. Et puis pour terminer, simplement un mot sur la question des marchés publics. Bien entendu, très important sujet également, puisque finalement le plan infrastructure et mobilité représente un levier considérable, 2 milliards d'euros, dont il convient aussi de maximiser les retombées positives pour la Wallonie, pour les entreprises wallonnes, pour les emplois wallons, également dans une logique finalement de circuit court. Il est inutile d'avoir nécessairement des prestataires qui viennent de loin pour réaliser ce type de travaux. Des clauses sociales et de lutte contre le dumping social sont déjà prévues dans nos marchés les plus importants et le plan de relance nous permettra d'aller plus loin. Des pilotes sont menés pour renforcer la logique de l'économie circulaire, la prise en compte de l'économie circulaire dans ces travaux, en privilégiant des matériaux recyclés ou de réemploi pour nos routes, dans le respect bien entendu des critères de qualité, en valorisant directement certains déchets. Également, des efforts sont réalisés pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 liées aux travaux. Et des clauses environnementales sont intégrées dans notre cahier des charges Caliroute. Cette rencontre est un exemple concret finalement de ce que promeut la stratégie wallonne de la commande publique, qui a été récemment également adoptée par le gouvernement ce 1er juin dernier, de la commande publique responsable, qui est une stratégie plus transversale de l'ensemble du gouvernement. Le dialogue direct avec les entreprises de Wallonie pousse nos marchés publics vers plus de performance, d'innovation, de responsabilité sociétale et diverses actions de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises vers ces marchés publics seront menées également dans les mois qui viennent en collaboration avec vos fédérations sectorielles. C'est vraiment une conviction profonde que nous devons continuer à faire évoluer ces marchés publics, à la fois pour garantir la qualité, mais aussi pour déployer l'emploi et l'activité économique en Wallonie. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite surtout une très bonne après-midi et je me réjouis de la suite de ces réalisations. Merci Monsieur le Ministre, ravi d'être avec vous en cet après-midi. Et comme Jean-Luc l'a indiqué, ravi de partager avec vous les mises à jour principales en ce qui concerne le volet confié à la Sofico ainsi que son financement. Donc, par rapport au volet confié à la Sofico, et là je vais un tout petit peu trop vite, oui, excusez-moi. Voilà, je m'excuse. Par rapport au volet confié à la Sofico, donc le PIMT et son financement. Donc je disais, avant cela, Jean-Luc m'a permis de tourner cette petite page de publicité avant de passer au chantier proprement dit, et donc de vous rappeler les caractéristiques de la Sofico et de vanter finalement les qualités de son modèle. Je pense que cette audience les connaît bien. Donc tout d'abord, la Sofico est une société distincte de la région wallonne, avec une autonomie juridique et donc une certaine autonomie financière et une flexibilité budgétaire lui permettant d'épouser au mieux le rythme technique des chantiers. La Sofico est également organisée selon un modèle de redevance et donc, quelque part, elle garantit l'affectation des recettes au financement des infrastructures publiques sous-jacentes. Alors, ces avantages, vous les connaissez bien. Je vais me placer d'un côté par rapport au secteur client, je vais dire le secteur des transporteurs, nos usagers payants du réseau. Bien, quelque part, pour eux, il y a un financement minimum qui est garanti par rapport au niveau de service auquel ils peuvent s'attendre en tant qu'usagers payants. Si je me place de l'autre côté du spectre, l'audience aujourd'hui, le secteur des entreprises de construction, bien quelque part, la Sofico permet une garantie finalement d'un niveau de commande, d'un niveau de carnet de commande par rapport à vos opérations. Tout cela dans une transparence qui est garantie par les principes de comptabilité privée. Donc, comme vous savez, la Sofico publie chaque année ses comptes annuels et vous avez l'occasion de voir que chaque euro collecté est bien réinvesti dans l'économie wallonne. Et donc, la Sofico est un réel outil de la relance et de soutien à l'économie wallonne. Alors, par rapport à cela également, donc, un tout petit mot de rappel sur nos activités qui peuvent être déclinées en 3 grandes thématiques. Donc, tout d'abord, la réalisation de chaînons manquants, donc que ce soit en voie fluviale ou en voie routière. Nous gérons le réseau routier structurant, donc 2700 km d'autoroutes et de voies nationales stratégiques.
La région nous a également confié des initiatives en termes de valorisation domaniale, donc qu'il s'agisse de la gestion du réseau wallon de fibre optique ou d'initiatives en termes de valorisation des aires autoroutières, donc je dirais la création de services aux usagers via ces aires autoroutières, ainsi qu'en termes d'énergie renouvelable. Alors, je viens donc maintenant au PIMT proprement dit et au volet qui a été confié à la Sofico. Monsieur le ministre l'a rappelé, donc nous sommes ici sur un plan qui a été porté depuis la décision du gouvernement de mi-décembre 2022 à un total de 2,5 milliards d'euros, dont 1,4 milliard a été confié à la Sofico. Alors, où en sommes-nous ? Je dirais le camembert là, est très parlant. On voit qu'il y a un angle au niveau de la portion rouge. Donc, psychologiquement, nous avons passé le cap des 50%. Alors, on est sur un KPI exprimé ici en millions d'euros, pas forcément en nombre de chantiers, mais en tout cas, on est au-delà des 50% en termes de projets initiés tels qu'exprimés en millions d'euros. Alors, projet initié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons déjà contracté, attribué pour un montant de 511 millions d'euros depuis le début du PIMT, et qu'à cela s'ajoutent des dossiers qui sont déjà passés en conseil d'administration de la Sofico pour 233 millions d'euros. Et donc là, on est sur des projets qui sont sujets à un acte de type proposition de passation de marché ou d'émission de cahier spécial des charges. Donc, quand je somme ces deux composantes, on a un total initié de 744 millions d'euros sur une cible Sofico de 1,4 milliard. Je le redis, qui s'inscrit dans un plan qui totalise 2,5 milliards, le PIMT 2020-27. Alors, comment est-ce que cette projection ou ce volume global, ce volume budgétaire global se traduit en termes de trajectoire, en termes d'ordonnancement ? Donc là, c'est la courbe en cloche que vous avez eu aussi l'occasion, je pense, de voir chaque année lors de ce colloque entreprise. Où en sommes-nous ? Monsieur le ministre l'a rappelé, on a dû affronter pas mal de crises qui ont quelque part eu un impact sur l'exécution du plan. Vous voyez ici sur la droite les chiffres d'exécution réelle, donc les chiffres, je dirais, qui ont été comptabilisés, les chantiers réellement exécutés en termes de liquidation, de factures payées. Je suis toujours sur mon KPI ici en millions d'euros. Et donc vous voyez que pour l'exercice 2022, le plan s'accélère. Nous flirtons avec la barre des 100 millions d'euros. Alors, si on se projette, la Sofico ici travaille bien entendu avec le gouvernement en termes de trajectoire pluriannuelle lorsqu'il s'agit d'un plan qui va au-delà de 2027. Et donc ici, si on prend notre trajectoire budgétaire pluriannuelle, vous voyez l'ambition qui est affichée en 2023, 2024, 2025. On est sur un budget, une programmation actée dans les chiffres, qui plane au-dessus de 200 millions d'euros. Donc vous voyez le niveau d'accélération entre le réel 2022 et les ambitions affichées pour les 3 années qui suivent. Alors, que retenir de ceci ? On peut se dire, oui, l'accélération est ambitieuse, est-ce qu'il n'y a pas des risques de retard, de déport ? Je vais reprendre les mots d'introduction de Jean-Luc. Je voudrais me référer à la météo clémente aujourd'hui et faire passer un seul message. Alors, ce n'est pas un grand soleil qui est sur le slide, ce sont des courbes budgétaires, mais c'est à cela que mon message se résume quand je vais dire le plan PIMT, en ce qui concerne le volet Sofico, il est financé. Donc, malgré le fait ici, vous voyez la courbe en rouge qui représente les dépenses dont je viens d'expliquer, il y a peut-être une certaine surambition dans la programmation. Malgré ce pic, malgré cette ambition en termes de dépenses, vous voyez ici au niveau des produits, je crois que c'est en orange sur le slide, nos produits nous permettent d'équilibrer les dépenses qui sont projetées. Et donc là, le message, c'est sans avoir recours à l'endettement. Donc nos seules recettes opérationnelles propres financent le PIMT. Alors au premier rang desquels le prélèvement kilométrique sur poids lourd, je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous adaptons les tarifs à partir du 1er juillet 2023. Et nos recettes par ailleurs, donc le shadow toll pour les véhicules qui ne sont pas soumis au prélèvement kilométrique ou nos initiatives en termes de valorisation domaniale. Donc, je dirais, ambition ou pas, le PIMT pour nous, il est financé. Et quelque part, en termes de gestion de risque, on a travaillé ces années en partenariat avec les équipes du ministre, avec le gouvernement, afin de boucler le financement de ce plan ambitieux. Ce risque-là, il est derrière nous. Aujourd'hui, le risque que nous avons, c'est la bonne exécution des chantiers dans les délais impartis. Et c'est pour ça que nous sommes ici en colloque aujourd'hui. On compte évidemment sur le secteur pour nous aider à réaliser les chantiers qui vont vous être présentés par les équipes SPWMI. Et je crois, Jean-Luc, je dois te rendre la parole.
Voilà. Me revoilà. Ma présentation va principalement s'articuler autour de 3 points. Premièrement, je vais vous faire une brève description de notre patrimoine d'actifs. Je vais poursuivre par nos sources de financement et surtout l'utilisation qui en est faite. Et je terminerai par quelques exemples de projets à venir. Le SPV Mobilité Infrastructure et la Sofico, finalement, assurent la gestion d'un portefeuille d'infrastructures qui constitue en fait 4 réseaux répartis géographiquement sur les 5 provinces du territoire wallon. Nous avons le réseau routier, le réseau de mobilité active, le réseau des voies hydrauliques et le réseau des télécommunications. Ces différents réseaux jouent évidemment un rôle majeur pour le développement économique et sociétal de la Wallonie. À titre d'exemple, vous voyez que nous gérons ensemble un peu moins de 900 km d'autoroutes, 7000 km de voiries régionales, plus de 5000 km de fibres optiques, les voies hydrauliques pour un peu moins de 800 km, 1500 km de Ravel, de pré-Ravel, des échangeurs routiers autoroutiers, des tunnels, 4700 ouvrages d'art, des barrages réservoirs au nombre de 6, 130 km de quais, 186 ouvrages d'art hydraulique. Et tout ça, nous le faisons avec un peu moins de 4000 collaborateurs. Afin d'assumer notre rôle de gestionnaire d'actifs, nous avons à disposition plusieurs sources de financement. Je citerai, on l'a déjà dit à plusieurs occasions déjà cet après-midi, le PIMT, qui a la particularité d'être un programme pluriannuel courant jusqu'en 2027. Nous avons également le programme budgétaire annuel de Monsieur le Ministre, communément appelé pour les gens du SPV le programme justificatif, et ce, dans diverses thématiques. Nous y retrouvons notamment les routes, les voies hydrauliques, l'électromécanique, les ouvrages d'art et les modes actifs. Troisièmement, le plan de relance wallon qui vient d'être cité également, avec par exemple des projets de BHNS plus communément appelés Busway. Et surtout, différents programmes, et d'autres programmes FEDER qui peuvent comporter une partie plus classique investissement, je serais tenté de dire, mais également une composante bâtiment qui sera explicitée en fin d'après-midi. Si je veux faire un focus rapide sur le PIMT, on l'a dit tantôt, le PIMT, c'est jusque 2027 et c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards répartis sur des budgets Sofico, réseau structurant, répartis sur des budgets SPV pour le réseau non structurant et une partie pour les communes. Vous voyez qu'au niveau routier, principalement, vous avez souvent entendu le vocable projet géolocalisé pour plus d'1,2 milliard. Des projets non géolocalisés, les enveloppes, on va les définir dans quelques instants, et des programmes de raclage-pause. Les voies hydrauliques sont présentes pour un montant de 270 millions, et les enveloppes mode doux, qui reprennent l'ensemble de la thématique mode doux, 250 millions, dont 50 millions octroyés au niveau des communes. Les transports en commun sont là, ainsi que la partie BHNS. Les projets non localisés, enveloppe de 430 millions environ, sont développés ici, où on retrouve des thématiques connues que vous allez retrouver explicitées tout au long de cet après-midi. Les programmes de raclage-pause, toute la composante des ouvrages d'art, tant routiers que hydrauliques, les tunnels, les aspects sécurité au niveau des infrastructures, les aires autoroutières, l'éclairage, la signalisation, le dispositif bruit et les bassins d'orage pour terminer. La répartition temporelle du PIMT, comme Michael vient de l'expliquer il y a quelques instants, finalement, dans sa dernière version datée du 15 décembre 2022, mais montre bien une programmation extrêmement importante, voire ambitieuse, pour les années 22, 23, 24, 25. Et tout en vert, c'est la petite partie ajout, ce sont les nouveaux projets qui ont été versés dans le cadre du PIMT fin de l'année dernière. Lorsqu'on le voit ainsi, c'est magnifique, il y a des moyens. La Sofico, Michael vient de le dire, le risque financier derrière nous. Le risque réel maintenant est de le réaliser dans toutes ses composantes. Et comme vous le savez, aussi bien de notre côté, pour concevoir, pour étudier, il y a des contraintes, comme vous en avez également, et vos contraintes quelque part sont les nôtres, et vice-versa. Et tous nos projets, tous nos dossiers sont soumis à contraintes. Dire « j'étudie mon dossier », c'est magnifique. C'est surtout ouvrir la porte de Pandore et s'exposer à un nombre de contraintes qui vont venir. Et rapidement, on doit prendre évidemment en compte la thématique de sécurité routière. Est-ce qu'on parle de vêtements? Est-ce qu'on parle de mode actif? Est-ce qu'on parle de mode collectif? Y a-t-il des aménagements urbains? Y a-t-il des ouvrages d'art? Y a-t-il des tunnels? Et un Frabel là-dedans? Tous ceux qui sont confrontés à un Frabel savent qu'il y a un délai
pour faire une coupure de 2 à 3 ans. Et ça recule toujours, ça avance rarement. D'où le temps requis, nécessaire, indispensable, une concertation entre ces différents partenaires, de manière à pouvoir proposer un dossier complet. Les audits de sécurité sont là également. Je ne reviendrai pas sur le Covid, il est heureusement derrière nous. Les inondations sont heureusement derrière nous, mais rien que ces deux éléments-là ont des impacts majeurs sur la production habituelle des équipes. Les gens ont travaillé, même encore plus, mais peut-être pas sur certains dossiers. Tous les collègues ici présents qui se sont occupés des inondations, c'était évidemment leur priorité numéro 1, elle l'est encore dans nombre de composantes. La crise géopolitique mondiale, il y a un peu plus d'1 an, on l'a découvert, on s'était dit ça ne va pas durer longtemps, elle est toujours là. Et toujours avec un impact concernant la pénurie des matériaux, la disponibilité de ces matériaux et le prix de ces derniers. C'est-à-dire, oui, mais il y en a encore d'autres. Oui, il y a des bureaux d'études aussi. Mais ils sont un petit peu comme nous tous ici présents, surchargés. Et ce n'est pas parce qu'on confie une étude à un bureau d'études qu'on doit l'oublier, que du contraire, on doit la suivre également. Mais ce n'est pas fini, il y en a encore. Les expros, le domaine des expropriations. Tant qu'on n'est pas propriétaire, c'est difficile d'aller construire. Le permis. En général, on peut prévoir, on peut planifier quand est-ce qu'on va déposer sa demande de permis. On peut même estimer quand est-ce qu'on aura une réponse. Et après, c'est la glorieuse incertitude du sport. Il y aura ou il n'y aura pas de recours. Il y en a, ça peut aller vite, ça peut aller beaucoup moins vite. Et ainsi, on prend des mois, voire des années sur certains projets. Les projets conjoints, nos amis des TEC sont ici, ils présenteront tantôt leur point de vue. Les communes, les intercommunales, ça prend du temps également. La gestion des impétrants, ça prend du temps. Les contraintes environnementales dont on a parlé tantôt, Monsieur le Ministre, prennent du temps également, la GVTR et la nouvelle législation au niveau du CO2. Tout ça pour dire que même si aujourd'hui de nombreux moyens financiers sont disponibles, il y a également une réalité de terrain, une réalité pratique vécue par nous tous au quotidien. C'est ce que j'ai essayé rapidement de résumer ici. On va quand même revenir un petit peu à la dimension financière, parce qu'en final, vous êtes en train de dire, mais ils ont quoi pour nous? Au-delà de tous ces programmes budgétaires et contraintes quotidiennes, il est important de vous montrer aujourd'hui le résultat du travail de toutes nos équipes. Toutes les informations financières que je vais proposer dans quelques instants sont toutes exprimées en millions d'euros constants, donc il n'y a pas d'indexation. Le réseau routier, de 2016 à 2021, la partie investissement, partie supérieure, la partie entretien, exploitation, partie inférieure. À chaque fois découpée pour la Sofico et l'EMI. Je ne vais pas lire l'ensemble du tableau, uniquement prendre la dernière colonne. En gros, on parle de 180 millions d'investissements annuels en 21 et de l'ordre de 245 millions en entretien et en exploitation au niveau routier. Le parallèle au niveau des voies hydrauliques, cette fois, 120 millions en investissement et 32 millions au niveau de l'entretien. Vous avez compris le graphisme, les beaux petits graphiques bleus que je viens de vous montrer, je viens de le réincorporer dans l'ensemble. À savoir que le tableau présenté maintenant complète les tableaux précédents, toujours avec la notion d'entretien, d'investissement au-dessus, d'entretien en dessous, pour le routier, pour l'hydraulique, pour les télécoms, voire le pôle d'énergie. Et vous avez donc les montants en invest, en entretien exploitation, c'est par à chaque fois Sofico, SPEMI. Ça, c'est ce que font nos équipes. C'est ce que vous faites avec nous. Je ne vais pas trop vous noyer dans les chiffres. Vous avez retenu, il y en a, les moyens sont là. Juste, très rapidement, vous illustrer quelques projets. Prenez bien dans vos tablettes, ils arrivent. J'ai dit tantôt, entre les 18 et 24 mois, il y en a même, ça va aller plus vite. C'est maintenant. La passerelle OIA sur la A503, on est du côté de Charleroi. A503, c'est une pénétrante fondamentale sur la petite ceinture de Charleroi, où on va faire en fait la continuité d'un chemin piéton. On va y intégrer des rampes PMR, on va faire un ensemble en largeur de 3 mètres un petit peu partout, sur l'ensemble du circuit. Adjudication début septembre, visite obligatoire 22 juin, c'est demain, le 22 juin, c'est demain. Quelques millions, ça va vous coûter quelques millions. On va garder la structure de la passerelle. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est un design and build. Ce n'est pas une adjudication simple et méchante, comme j'ai souvent entendu de la part de nos partenaires industriels, c'est un design and build. Donc il y a deux choses. Il va y avoir des critères, il va y avoir un jury. Les critères, oui, il y aura le prix, c'est clair. Mais il y aura également des qualités constructives.
quel sera l'impact des propositions sur le trafic de la 503 qui se trouve en dessous. On va bloquer la 503 un jour, on va bloquer la 503 10 jours, ce sera important. Les qualités architecturales également, extrêmement important. Et il va y avoir un jury. Le jury classique que vous connaissez, c'est le SPOMI, aussi bien les directions territoriales avec lesquelles vous avez des rapports au quotidien, mais également la direction des expertises au niveau des ponts. Le SPE Aménagement du territoire participera à ce jury et la ville de Charleroi également, pour montrer on sort un petit peu du domaine des adjudications pour généraliser. Un exemple chez mon collègue du Namur-Luxembourg, ici on va aller entre Namur, Jambes et Dave. C'est un projet repris au PIMT et qui consiste en fait un aménagement cyclopiéton bidirectionnel. D'une part entre le parking du Rocher d'Escalade et d'autre part la traversée du village de Dave. On va également faire un resserrement des bandes de circulation et si on a de la place, on créera une piste cyclable au niveau des différentes normes acceptables aujourd'hui. Vous avez un profil tout en bas. Publication juin, c'est encore demain. Travaux avril 2024 pour une centaine de jours ouvrables. Je regarde où est Didier, il doit être, je l'ai vu tantôt, il doit être là, c'est chez lui. Voilà, ça va se passer à Namur. Troisième point, un petit tour du côté de Liège, de Verviers, pardon, de Liège. J'ai vu Philippe dans l'Assemblée. La A27, le viaduc de Lambermont. Ça va coûter cher. Je vais le dire comme ça. Voilà, ça va coûter cher. Je n'ai plus la longueur, mais il l'a dit tantôt, j'ai oublié, mais il est long. Voilà, il est long et ça va coûter cher. Réhabilitation de l'ouvrage, donc les joints de dilatation notamment, et agréage de béton, nouvelle chape. Des garde-corps aux normes, parce que tout évolue, y compris là-dessus. Parution de cahier des charges, préparez-vous, c'est pour automne, c'est pour l'automne, juste après les congés. Et tiens, critères d'attribution. Il y a le prix, oui, mais il y a les délais dans les travaux également qui vont intervenir. Donc il ne suffira pas pour dire je vous le fais à 12,22 millions et j'ai un bon prix. Non. Le délai d'intervention devient fondamental, de plus en plus fondamental dans tous nos marchés, les petits comme les grands. Ça devient extrêmement important. Un dernier mot concernant les opérations de raclage-pose. La méthodologie a évolué au cours des dernières années, tant au niveau du réseau structurant que du réseau non structurant. Finalement, on prend deux approches. Une qui vient du terrain, les équipes de terrain qui connaissent leur réseau, qui savent où il faut intervenir. Et une deuxième approche, beaucoup plus objective, sur base d'une inspection de mesures faites au niveau du réseau par la direction des techniques routières qui se situe à Nivelles au niveau du SPEMI. On confronte les deux avis. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Là, ça va vous parler beaucoup plus. Des marchés sujets à commande. Clairement, la consigne est chaque direction territoriale a toujours un marché sujet à commande de type raclage-pose prêt à être utilisé. On fait également certains marchés spécifiques pour des tronçons bien dédicacés. Et on fait du raclage-pose à, je ne vais pas dire à 99%, mais au moins à 95%. On fait du raclage-pose, on ne fait pas des plantations dans le même marché, on ne fait pas des glissières dans le même marché, on ne fait pas de l'éclairage dans le même marché, on fait du revêtement. En 2023, donc cette année-ci, les budgets alloués sur les réseaux non structurants étaient de l'ordre d'une douzaine de millions, au niveau du réseau structurant de l'ordre d'une cinquantaine de millions. C'est pas rien. Il y a là plus de 60 millions dédicacés pour des travaux sur les revêtements au niveau du territoire wallon. En 2024, ça continue. Donc ce n'est pas un one-shot 2023, ça continue. Vous avez bien compris, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, soyez prêts. Je tiens à excuser M. Pierre-Gilles, qui devait présenter aujourd'hui sa partie, les ouvrages d'art. Il ne sait pas être parmi nous au niveau des ponts. Je vais essayer de mener à bien sa présentation. Le financement des ouvrages d'art. La première chose qu'il faut regarder, c'est l'âge de notre parc. En gros, en Wallonie, l'âge des ponts gérés par le SPE, c'est de l'ordre de 55 ans. C'est la flèche rouge que vous voyez sur l'histogramme temporel en haut à droite. On n'est pas les plus mauvais, mais on n'est pas loin. On est un petit peu vieux au niveau du parc. Ce qui veut dire que les besoins actuels sont déjà extrêmement importants. Et le temps, ma foi, pour l'être humain comme pour les ponts, fait son œuvre. Chaque année qui passe, le parc vieillit. On travaille sur les ouvrages d'art dans deux grandes catégories de moyens financiers. D'une part, il y a des enveloppes très clairement dédicacées pour les ouvrages d'art. J'en ai parlé rapidement tantôt
lorsque je vous ai présenté le PIM dans ses grandes composantes. Et d'autre part, dans certains projets routiers, il se trouve que l'on réhabilite également des ouvrages d'art. C'est une deuxième source de financement. Au niveau des budgets, il y a les programmes justificatifs, aussi bien au niveau routier qu'au niveau VH, et des enveloppes ouvrages d'art, pour mémoire, de l'ordre de 100 millions sur le réseau structurant, de l'ordre de 25 millions sur le réseau non structurant. Au niveau du réseau structurant seul, cette fois, en 2023, on a énormément de projets à l'étude. Si vous êtes extrêmement attentifs, ce dont je ne doute pas quand je vous ai explicité les contraintes, les études, avec les contraintes, on sortira un peu moins de dossiers. Mais on y travaille en tout cas, pour un peu moins de 70 millions, et on l'a mis élégamment, il est possible qu'il y ait des reports. Au niveau de 2024, on parle d'un budget d'un peu plus de 16 millions. Un exemple, allons faire un petit tour du côté de Liège, il y a des Liégeois dans la salle. Pont et viaduc d'Ougrée, donc la partie en jaune sur la carte. On parle du pont d'Ougrée, du viaduc d'Ougrée. Réhabilitation complète des ouvrages. Alors attention, je ne suis pas supporter de foot, mais on touche au standard. Donc il faudra une prudence extrême dans le cadre de la gestion de ce dossier. Il y aura également des aménagements routiers, sécurisés, faits au niveau des piétons et des cyclistes au niveau du pont d'Ougrée. Budget pour l'année prochaine, l'année prochaine, une bonne dizaine de millions. Au niveau des enveloppes, tant pour le réseau non structurant qu'au niveau du domaine des voies hydrauliques, la programmation est effectuée de manière trimestrielle et relativement souple, dans le sens où des projets peuvent ou être ajoutés ou être retirés. Actuellement, sur cette année, en 2023, les projets à l'étude sont de l'ordre de 25 millions pour le réseau non structurant et d'un peu moins de 7 millions pour les VH. Pour l'année prochaine, en 2024, donc dans moins de 6 mois, on est en train de finaliser la liste des projets et on parle d'un peu moins de 20 millions pour les voies hydrauliques. On a également maintenant un nouvel accord pour les petits investissements sur nos ouvrages, donc des réhabilitations mais beaucoup plus légères. On a un accord sur le réseau structurant pour avoir un budget de l'ordre de 10 à 14 millions par an. Pourquoi 10 à 14 ? Parce que ça va être évolutif et croissant. 10 millions cette année en 23, 14 millions à partir de 25. Réseau non structurant, dès cette année, repris dans une des enveloppes du PIM de l'ordre de 5 millions. Un dernier exemple, on va retourner dans le Hainaut. Exemple sur le pont chaussée de Bellevue, l'étude est finalisée, c'est en cours. C'est un pont à remplacer. Voyons, il a été détruit en 2019 parce qu'il y avait un risque considérable sur ce pont. Et c'est un ancien type MEL, qui était donc un ancien pont de type MEL qui a été démoli en urgence. Donc. Et il va être remplacé fort probablement par un bowstring sur un peu moins de 70 mètres de portée. Le budget 2023, donc encore une fois, c'est demain, quelques millions. Merci beaucoup pour votre attention. Christophe va prendre le relais. Bonjour, mesdames, messieurs, je vais donc vous présenter les dossiers importants qui vont sortir de mon département concernant différentes thématiques en 2023 et 2024. Donc, première thématique, ça concerne les bassins d'orage. Donc, au niveau des bassins d'orage, on a plusieurs travaux à réaliser, tant par rapport au curage, donc l'évacuation des boues, des terres, mais également certaines réparations, abattage, débroussaillage au niveau du site. Pour ce faire, différents dossiers sortent. Donc il y a déjà des offres qui vont être attendues pour le 5 juillet au niveau du réseau structurant. 3 lots en fonction de la position géographique des bassins d'orage. Le réseau non structurant et également en 2024 à nouveau le réseau structurant. Donc il y a un investissement assez important pour réhabiliter l'ensemble de nos bassins d'orage en région wallonne. Une fois que ces bassins d'orage sont réhabilités, il y a bien sûr un entretien récurrent à réaliser et donc on va consacrer 3 millions d'euros chaque année pour pouvoir justement continuer à enlever ces boues et rendre efficaces ces bassins de rétention. Différents accords cadres vont être lancés afin de pouvoir améliorer, étudier différents bassins très spécifiques qui ne sont plus en fonction depuis plusieurs années. Et donc là, on a bien sûr un marché de services qui va sortir et vous voyez les montants affichés. Concernant les dragages, donc au niveau de nos voies navigables, là également, d'autres marchés vont être faits, donc aussi bien par rapport au lot ouest ou au lot est, mais également, et ça c'est nouveau, on va résorber le passif dans certains points spécifiques pour pouvoir retrouver la passe navigable.
Au niveau des aménagements paysagers, donc là, l'objectif, c'est de replanter environ 5000 arbres d'alignement et de pouvoir répondre à l'objectif de la DPR, en tout cas en partie pour le SPOMI. Et donc, de nombreux marchés de plantation, aussi bien sur le réseau des voies hydrauliques, mais également sur le réseau non structurant, vont être faits chaque année pour un montant de 1 250 000 €. Des dispositifs anti-bruit. Nous avons priorisé 24 projets. Ceux que vous voyez en vert, c'est ceux qui sont déjà réalisés ou en cours de réalisation sur l'ensemble de la Wallonie. Et donc, en 2023, il y a à peu près 21 millions qui vont être mis en adjudication et en 2024, 12 millions. Au niveau des ouvrages d'art hydraulique, mes collègues vous en parleront tout à l'heure, mais certains dossiers très attendus vont enfin sortir. Donc, la nouvelle écluse à Aubourg. Donc là, l'adjudication, la remise des offres est prévue pour le mois d'août de cette année. Je vous rassure, ce sera fin août, donc certains pourront partir quand même en vacances, ou alors ils devront faire marcher leur assurance annulation, mais ce sera fin août. Vous verrez qu'on a mis le 10 août, mais après beaucoup de sollicitations, on va mettre ça le 31 août pour la remise des offres, aussi bien pour la partie génie civil que pour la partie électromécanique. L'avis de marché est sorti pour l'électromécanique. Le génie civil, ce sera pour ce vendredi. Il y aura plusieurs critères d'attribution, que ce soit le montant, la méthodologie, mais également des critères environnementaux, que ce soit par rapport au CO2 ou par rapport à des mesures pour limiter les nuisances lors de la réalisation du chantier. Les 3 nouvelles écluses sur le canal Charleroi-Bruxelles, Marchienne, Vieilleville, Gosselies, également en même temps. Tant qu'à faire, faisons tout en même temps. Donc également pour le 31 août. Donc là, vous allez pouvoir vous mobiliser durant le mois de juillet et d'août. Voici les montants. Élargissement du canal Nimy-Blaton. Donc l'objectif, bien sûr, en même temps que les 4 écluses, c'est d'avoir l'ensemble du réseau à 2000 tonnes. Il y a une première phase qui va être attribuée. Les autres phases vont être lancées en 2023 et 2024. Là également, des gros travaux de génie civil, mais également hydraulique. Le pont Capite à la Louvière, c'est un ouvrage qu'on doit remplacer depuis plusieurs années. Les études arrivent à leur fin. Donc là, nous allons lancer également l'avis de marché et la remise des offres est attendue pour le dernier trimestre de cette année. Nous n'oublions pas, bien sûr, le patrimoine, donc sur le canal du centre historique, où là, des travaux de restauration au niveau de la structure de guidage sont prévus également cette année. Une nouvelle station de pompage à l'écluse d'Anzy. Certains savent que le canal Pomerol-Condé va être réouvert à la navigation et donc on met en place également une nouvelle station pour pouvoir assurer un tirant d'eau suffisant sur l'ensemble du réseau. Et enfin, au niveau d'un marché de services, on vient à peine d'inaugurer la traversée de Tournai, mais on n'a pas fermé nos livres. Et donc là, on va étudier pour dédoubler les écluses de Caen et d'Érine, toujours pour rester sur des gabarits de 2000 tonnes. La rénovation, bien sûr, de l'écluse d'Ytre, qui est cruciale. Et donc là aussi, en 2023, nous allons réaliser des études pour pouvoir restaurer cet ouvrage. Merci à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, un petit point sur les budgets qui vont être consacrés au mode actif pour le réseau régional. Donc, nous allons avoir 37 millions d'euros par an dans le cadre du plan Infra pour tous et 12 millions d'euros annuels aussi dans le cadre du plan de relance wallon et aussi des budgets européens. Donc, alors, ces budgets vont être destinés à quoi? Ils vont être destinés d'une part au développement de nouvelles infrastructures, le Ravel, vous le connaissez bien, les cyclostrades, dont Monsieur le ministre en a touché un mot. Donc, c'est un nouveau réseau de mobilité qui se développe. Et nous allons aussi consacrer des investissements dans le cadre des nouvelles pistes cyclables le long de notre réseau régional.
Et nous aurons une part du budget qui sera aussi consacrée à la réhabilitation des infrastructures existantes. Alors, je vais d'abord faire un tout petit focus sur les projets d'investissement qui vont être soumis aux adjudications prochainement. Tout d'abord, comme Monsieur le ministre l'avait souligné, la cyclostrade de l'E411, sa deuxième phase, va bientôt voir le jour. La direction des routes du Brabant wallon est en train de finaliser les documents d'adjudication. C'est un tronçon qui va relier la limite régionale, donc avec la Flandre, et qui va aller jusqu'à Wavre. C'est un tronçon de 5 km et qui est prévu pour un montant de 5 millions d'euros. Alors, il faut savoir que dans ce tronçon de cyclostrade, un chantier d'établissement d'écran anti-bruit sera aussi mis en œuvre en même temps que le chantier de la cyclostrade. Autre exemple de cyclostrade qui va être mis en adjudication prochainement, c'est celui de la cyclostrade de la Dyle. Donc nous sommes toujours en Brabant wallon. En 2022, nous avons confié l'étude et l'exécution des travaux à la province du Brabant wallon. Donc je vous invite à surveiller les publications des adjudications de la province du Brabant wallon. Pourquoi ? Parce que le premier tronçon de la cyclostrade de la Dyle est prévu fin 2023, début 2024. C'est un tronçon qui relie Limal à Wavre et qui est le long de la nationale 238. 238, oui, tout à fait. Et son coût est estimé à environ 2 millions d'euros. Changeons de département, allons un peu plus du côté de l'Est, la Vézrienne. Alors la Vézrienne, c'est une cyclostrade de 45 km de long. Quand je dis 45 km de long, c'est à partir de Traux jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et le premier tronçon qui va être mis en adjudication fin de cette année-ci sera le tronçon entre Verviers et Dolin. Et donc là, les travaux devront être entamés dans la foulée à la mi-2024 et le coût de ces travaux, de ce tronçon, est estimé à 19 millions d'euros. Alors, nous avons parlé d'infrastructures et d'investissements. Le Ravel, lui, bientôt, il va fêter ses 30 ans en 2025. Et donc, nous avons des tronçons de Ravel qui commencent à avoir un certain âge, et donc des travaux de réhabilitation sont nécessaires. Et donc ici, un petit exemple de un avant, un après. Donc vous voyez la ligne 127 sur la direction des routes de Liège, et donc avoir un budget prévu pour les réhabilitations est plus que nécessaire, comme vous le voyez. Et donc, la direction des routes de Namur va établir encore à cet automne-ci un marché de réhabilitation de plusieurs lignes Ravel, 4 tronçons sur la ligne 142, 147 et 150 pour pouvoir remettre le revêtement dans un état qui est digne d'un revêtement correct. Je passe maintenant la parole à l'OTW pour l'aspect mode collectif. Voilà, bonjour à tous. Petite introduction de ma part pour vous expliquer qu'en effet la mobilité collective est une des priorités dans le développement d'une autre mobilité, du transfert modal. Une introduction pour dire que sur 5 ans, le TEC se voit confier plus d'1,4 milliard d'investissement au global, essentiellement en exploitation, en matériel roulant dépôt, à peu près 50% de ce montant, en travaux d'extension du tram à Liège et d'extension du métro de Charleroi. Et enfin, une dizaine de pourcents sur justement des sites propres, des dépôts, des sites propres des arrêts, des gares des bus, ce qui fait évidemment l'objet d'une mission déléguée à l'OTW. Donc tout n'est pas réalisé par le SPE, mais donc l'OTW prend en charge toute une série de travaux, aussi bien sur le domaine régional que le domaine communal. Et c'est Aline qui va vous les préciser pour les dossiers mûrs pour les 2 ans à venir. Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe TEC a des investissements importants en matière d'infrastructures.
Alors ces aménagements en fait sont assez diversifiés, puisque on peut avoir des projets structurants. Donc on a parlé tout à l'heure du busway, donc du bus à haut niveau de service qu'on retrouve donc dans différentes villes, pour les citer, Mons, Charleroi, également sur Liège. Il y a également des investissements au niveau du tram de Liège, ça je pense que tout le monde en a entendu parler. Le métro léger de Charleroi aussi, qui fait partie de nos projets structurants. On a également donc, des investissements au niveau des gares d'autobus, qui sont ou non en lien avec les infrastructures de la SNCB. Des aménagements donc, de voies bus, sites propres, bancs de bus. Des aménagements également donc, d'arrêt en faveur principalement des personnes à mobilité réduite. Donc là, on a un programme assez important et donc j'aborderai ça direction territoriale par direction territoriale. Des infrastructures de dépôt, puisque on a beaucoup de redéploiements et donc on doit agrandir nos dépôts pour accueillir donc, les nouveaux véhicules qui arrivent chez nous. Et alors des mises en conformité électrique de bâtiments. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer donc, la liste d'une série de dossiers. On a repris les dossiers les plus importants, mais ce n'est pas exhaustif. D'été par d'été. Donc, si je commence par la direction donc, du TEC Brabant Wallon, je vous parlais tout à l'heure, il y a un instant, des aménagements PMR. Donc, par an, en fait, pour l'ensemble du groupe TEC, il y a un investissement d'1 500 000 €. Et donc, vous voyez ici, il y a 2 phases qui sont reprises donc, pour les 2 années à venir. Donc, on a environ 600 000 € pour le TEC Brabant Wallon. On a donc la gare d'Ottigny, qui est vraiment un dossier phare chez nous. Nous travaillons en collaboration donc, avec la SNCB. Donc, dans les 2 années à venir, il y aura des travaux préparatoires donc, pour aménager notamment la gare d'autobus. Et donc là, c'est plutôt des démolitions, l'aménagement de gare-bus provisoire et le soutien de la ligne 140 de la SNCB. On a également la gare de la Hulpe qui sera également réaménagée. Pour le TEC Charleroi, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais donc il y a le BHNS bien évidemment de Charleroi. C'est une gestion SPOE, donc on collabore avec les collègues de la direction des routes de Charleroi. Donc je l'ai cité pour mémoire, mais donc c'est un dossier également qui va sortir. Toujours, comme je le disais, des aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite dans l'aménagement des arrêts, donc une enveloppe de 600 000 €. Également, donc, sur le métro léger de Charleroi, comme vous le savez peut-être, il y a une nouvelle antenne qui va être redéployée, donc c'est l'antenne de Châtelet. Et donc là, on a des gares de rabattement autobus qui vont se faire donc, sur cette ligne, l'antenne 5. Et donc notamment, on a une gare de rabattement donc, à la future station Champeau. Toujours sur Charleroi, ça bouge pas mal à Charleroi, il y a également des investissements donc, pour le réaménagement du siège social du TEC Charleroi, des réfections de viaducs métro, des rénovations de stations, donc j'ai cité ici la station Moulins, et également des investissements donc, dans des dépôts existants, le dépôt de Jumet. Je passe maintenant au Hainaut. Toujours donc ces lignes, comme on vous le disait, chaque année on investit donc pour les aménagements PMR. On a la gare de Tournai qui sera également complètement réaménagée donc, et étendue. Des aménagements aussi à la gare de Hatt. Et alors à la Louvière, on a en prévision donc l'aménagement d'une voie bus sur l'avenue de Wallonie donc, qui se connecte sur l'A501. Le Hainaut donc, a pas mal d'aménagements. Il y a donc des projets prévus sur Mons avec le réaménagement complet de façade à façade de la Nationale 90. Donc, Monsieur le ministre en parlait tout à l'heure, vision FAST. Et donc là, on intègre tous les modes, donc que ce soit bien sûr la partie piétonne, cyclable, voie bus, les aménagements de carrefour à feu, les arrêts de bus. Et bien évidemment, on réfectionne également la voirie. Et également des aménagements sur le boulevard extérieur donc, qui longe le R50, où là, on va prolonger en fait une voie bus qui existe actuellement jusqu'à un centre scolaire, et donc on va le poursuivre jusqu'à la place Regnault-Loncol. Des investissements dans les dépôts à Mons, donc Mons-Bassin, donc là c'est une extension de notre dépôt, et également des aménagements aussi au plus petit dépôt de Moucron.
On a un gros projet aussi en lien notamment avec le BHNS Montois pour accueillir notamment les futurs véhicules qui arriveront donc pour le BHNS Montois. Et donc on a un nouveau dépôt qui est prévu à Frameries, dans le zoning de Frameries. Pour Liège, ben voilà, on a le dossier évidemment du tram hein, qui fait beaucoup parler de lui. Mais sur ce tram, en fait, on a toute une série de lignes de bus qui vont être déployées. Donc, ce sont les lignes BHNS, hein, les lignes de Busway. Il y a 4 lignes qui sont prévues. Donc là, je vous ai mis une petite carte avec les différentes lignes qui relient, je vais dire, la périphérie liégeoise. À Liège, toujours en lien avec le tram et les lignes donc, de bus à haut niveau de service, ben, on a la création d'un mobiparc donc pour accueillir tous les véhicules. Toujours des aménagements donc, pour les PMR et alors un dossier, donc, plutôt une gare de correspondance donc, pour les lignes régulières et le transport scolaire à Ferrières. Pour l'ADT du Luxembourg, donc, nous avons des aménagements pour les PMR et on a également une intervention donc, dans notre dépôt à Stockholm. Et je termine par l'ADT de Namur, des investissements pour les PMR et des interventions également donc, pour nos dépôts. Donc à Malone, qui est un dépôt existant, à Beauce, et donc c'est une extension de dépôt. À Andenne, par contre, ça c'est une nouvelle infrastructure. Alors, au niveau du groupe, d'une façon générale, donc là je suis passée DT par DT, mais on a également une mise en conformité électrique donc de tous nos bâtiments, hein, principalement des dépôts, et donc là également, il y a un marché qui sortira pour cette mise en conformité. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler un petit peu, dire quelques mots des secteurs technologiques que certains résument souvent sous le vocable électromécanique, en commençant par les acteurs au niveau du SPOMI, quels que soient les budgets qui soient concernés. Beaucoup d'acteurs interviennent dans le domaine technologique, puisqu'il y a évidemment sur la partie gauche du transparent toutes les directions territoriales, qu'elles soient des routes ou des voies hydrauliques. Et en ce qui concerne le département qui me concerne, vous voyez évidemment 4 directions principalement qui sont concernées par le secteur technologique. Et je remercie d'ailleurs les directeurs qui sont pour la plupart présents aujourd'hui, ou directrices, et qui m'ont aidé à rassembler les budgets. J'ai oublié d'ailleurs, Christophe, tu ne m'en voudras pas, ton département, parce que l'électromécanique est aussi très présente dans les études des ouvrages hydrauliques. Et simplement vous rappeler que le secteur technologique est réparti suivant différents types de marchés et fait appel à beaucoup de budgets différents, puisque nous avons évidemment, et ça fait aussi appel à plusieurs réseaux, hein, on pense au réseau routier, mais aussi au réseau des voies hydrauliques, mais également le réseau des télécoms, hein, on l'a présenté tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il est gros vecteur de marché pour l'extension du réseau, et ça j'en parlerai un petit peu également. Donc vous avez ici tout le recensement des différents budgets qui sont concernés, les acteurs qui interviennent au niveau de la préparation des dossiers ou de la gestion de ceux-ci, avec une différence en ce qui concerne les interventions plus classiques en matière d'éclairage routier, par exemple, qui sont gérées directement au départ des marchés préparés par les directions du département au niveau des directions territoriales, mais aussi des techniques plus pointues et plus particulières que vous voyez recensées ici. Je ne vais pas en faire la liste. Je vais revenir sur les budgets globaux qui sont annoncés pour les 2 années qui viennent, donc c'est bien pour les budgets 2023-2024, hein, débordant sur 2025 en termes de réalisation. Environ, et vous voyez ici la différence entre les marchés passés, puisque le secteur électromécanique, vous le savez, fait beaucoup appel à des marchés sujets à commande, donc certains marchés sont déjà passés mais vont faire l'objet de commandes successives qui ne sont pas garanties dès le départ, hein, mais qui seront activées au travers
travers des directions territoriales ou des directions sectorielles, et en particulier ici la direction STI, Denis, pour les budgets que vous voyez là-bas en matière de marchés sujets à commande classiques, des tricolores, des radars. J'ai oublié dans les marchés sujets à commande classiques la rénovation des cabines, c'est un gros point, 30 millions d'euros pour l'ensemble du PIMT à ce niveau-là, et donc 30 millions c'est sur l'ensemble de la période du PIMT, et 30 millions quand on groupe les marchés sujets à commande des directions territoriales et les cabines. Les tricolores, c'est un énorme marché important qui vient d'être passé pour la rénovation des quelques 700 carrefours à feu de l'ensemble de la Wallonie, avec un poste de centrale de commande unique à Perex. Les radars, on continue à investir dans les différents types de radars qui existent sur le réseau routier. Le WIM, Weight in Motion, je rappelle quand même qu'on a développé en Wallonie, on n'est parfois pas assez chauvin, et il faut le rappeler. Il y aura d'ailleurs une annonce prochainement de la part des ministres concernés. On a développé le pesage dynamique en route des poids lourds, et c'est une première mondiale en Wallonie avec le CSA et un tel degré de précision. On oublie de le rappeler, on est copié par d'autres. Nos homologues du nord du pays et des pays avoisinants souhaitent mettre en œuvre les mêmes procédés que nous pour y arriver. Les PMV, panneaux à message variable, là je force un peu la main sur les montants promis, mais nous avons un gros besoin en termes de rénovation de nos PMV, surtout pour activer le volet multimodal qui est possible au départ des annonces faites sur ces PMV. Un volet entretien, évidemment, puisque ces équipements demandent un entretien annuel conséquent. En matière de voies hydrauliques, vous avez le pendant du STI pour les routes qui est DAMVH. Karine, je ne sais pas si elle est arrivée. Elle est là, Karine? Oui, non, elle n'est pas arrivée, non. Elle va nous rejoindre peut-être. Donc vous avez ici les montants qui ne comprennent pas ce qui va vous être présenté par Sébastien dans quelques minutes pour le secteur des voies hydrauliques, ou ce qui a déjà été présenté par Christophe au niveau de certains ouvrages spécifiques. Vous avez ici l'entretien qui est principalement consacré à une autre ambition forte en matière de mobilité et de multimodalité pour le secteur des marchandises, c'est la télécommande et la sécurisation des écluses que l'on met progressivement en place avec une télécommande au départ du centre Perex. Vous avez un exemple ici de ce qui va être lancé prochainement à hauteur de 4 millions d'euros pour un seul marché. Au niveau entretien, une répartition de nouveau entre ce qui est préparé par la direction d'appui à la maintenance et à l'exploitation des voies hydrauliques, c'est la signification de DAMVH, ça ne veut pas dire Karine Gressens uniquement, et un exemple de marché qui va sortir, et Sébastien continuera avec d'autres marchés qui vont sortir également et qui font appel au secteur technologique dans quelques instants pour les VH. Un point important aussi au niveau routier, c'est le plan tunnel. Le plan tunnel, ça représente plus de 130 millions d'euros quand on prend le plan tunnel de départ prévu au PIMT, plus la rénovation à la suite des inondations, en particulier pour la liaison A40-25 à Liège, et les investissements pour les 2 années qui arrivent maintenant, c'est à hauteur de 20 millions d'euros de nouveaux marchés, 12 millions d'euros de marchés à reconduire. Donc là, c'est quand même des budgets complémentaires qui sont là, même s'ils sont dédiés à des reconductions de marchés existants. Et en plus, certains marchés, Jean-Luc n'en a pas parlé pour le tunnel Mayence à Charleroi, mais il y a aussi d'importants budgets qui vont sortir à ce niveau-là. Vous avez 2 exemples, un pour Namur, un pour le Hainaut, au niveau du tunnel Astrid à Moucron. Également un budget d'entretien qui est prévu dans le volet des tunnels et du plan tunnel en particulier. En matière de télécom, vous savez qu'avec la Sofico, nous sommes le partenaire de la Sofico pour le développement des télécoms, pour connecter l'ensemble de nos pôles d'activité, les pôles hospitaliers, les zones d'activité économique, les parcs d'activité économique, avec des budgets européens qui sont également mis dans la balance. C'est de nouveau un budget très important de plus de 100 millions d'euros sur quelques années, avec 30 qui seront mobilisés pour les 2 prochaines, avec des marchés, des commandes sur les marchés sujets à commande qui viennent d'être passés dans l'ensemble des secteurs, des types de marchés et des secteurs territoriaux, avec également un entretien à hauteur de 8 millions d'euros pour les 2 prochaines années.
voilà, beaucoup de budgets en perspective pour les secteurs technologiques, certains qui sont déjà connus et qui se poursuivent, et d'autres nouveaux qui vont sortir. Donc, je fais un clin d'œil à tous les acteurs, les acteurs des entreprises qui sont là dans la salle et qui sont nombreux aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a du travail et vous n'êtes pas oubliés, dans le secteur du génie civil, il y a également une grande part octroyée à l'électromécanique, et je vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour à tous. Voilà, donc en fait, au niveau des enveloppes des voies hydrauliques, je vais vous parler donc de l'entretien, des gabarits de navigation, du service qu'on améliore, la réhabilitation, la fiabilisation, la performance environnementale, des modes actifs et des projets portuaires. Alors, on a une enveloppe globalement de 16,6 millions qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ce sont plutôt des marchés qui sont à l'échelle de districts. On a environ 10 millions dans cette enveloppe totale qui sont consacrés à ce qu'on appelle le génie civil. C'est environ 5 millions pour la partie électromécanique et 1,6 million qui sont plutôt des frais de fonctionnement, donc en lien plutôt avec des marchés de services, comme par exemple la collecte des déchets, ramassage d'immondices et autres. En matière de gabarit de navigation, nous avons notamment une série de marchés qui sont lancés, qui sont cofinancés par l'Union européenne, que Christophe vous a déjà présenté. Je vais être assez rapide. Donc la construction des 4 nouvelles écluses, l'élargissement et la rectification des courbes sur le canal Nivy-Blaton-Péronne, également au niveau de la Basse-Sambre, où il y a 8 marchés successifs et l'adjudication de 3 marchés, notamment sur la période 2023-2024. Le dédoublement des écluses de Quin et des Rhines et les travaux de relèvement des 4 ponts sur le canal Albert, fin 2024. Ceci, c'est une carte représentant effectivement les différents emplacements de ce que je viens de citer. Donc, elle est dans vos documents. Vous pouvez la parcourir. On voit bien qu'on travaille énormément sur la dorsale wallonne. Là, une petite particularité, j'ai pris l'exemple de l'élargissement du canal de Nivy-Blaton avec les 4 courbes à rectifier. Ce sont des marchés qui sont passés par secteur, histoire de permettre à tout moment une navigation en minima par alternat pour le gabarit existant de 1350 tonnes. Ici, le projet des 4 ponts porte sur environ 25 millions et l'idée est de remettre un gabarit à un tirant d'air de 9,10 m. Donc la Flandre a déjà engendré le mouvement et nous suivons. Au niveau de l'amélioration du service, nous avons donc les renouvellements des automatismes sur les barrages écluses de la Basse-Sambre, le renouvellement des systèmes de mesure sur les barrages de la Haute-Meuse, différents travaux d'éclairage sur la Ronquière et sur la Basse-Sambre aussi, le renouvellement d'automatisme encore sur le barrage de l'Ix, réhabilitation de la tête de Gart avec un lot particulièrement pour le génie civil et l'autre pour l'électromécanique sur le canal de Lourdes, et enfin la gestion dynamique des réserves sur les barrages de l'Est. On poursuit la fiabilisation d'infrastructures avec la modernisation des équipements électromécaniques sur le barrage de Comines, la modernisation du contrôle-commande sur le plan incliné de Ronquière, le remplacement de cabinets de tension sur Godarville et Ytre, et la rénovation du pont du barrage des Grands Malades. Au niveau du système de vidange du barrage de Nice-Ramon, il y aura aussi une intervention, une réhabilitation des vidanges pour les barrages de Riederom et Ferronval, et pour la plate taille au niveau de la Sofico, remplacement du Self Group numéro 2, le remplacement de tableaux de distribution électrique. Là, on fait un appel du pied parce qu'on a en général très peu d'entreprises. On a un peu de mal à trouver des entreprises spécialisées. Le contrôle externe des barrages réservoirs, qui est déjà publié. Au niveau de la performance environnementale, ce sont la construction de nouvelles échelles à poissons, à 1 sur la Meuse et à Jupy sur l'Ourthe, et un réaménagement pour celle existante à Andensey sur la Meuse. Les projets qui visent à la mobilité active, donc on a l'aménagement d'une liaison à Lessines, la passerelle de la Dendre, le remplacement de la passerelle de Châtelineau, un aménagement du Ravel en rive droite à la sortie de la ville de Charleroi. La réhabilitation de revêtements et aménagements locaux sont des marchés qui seront passés par les différentes directions territoriales. Donc il y a les montants qui sont mis pour information. La construction du Ravel de Lourdes entre Palogne et Beaumal, et la même chose entre Amoire et Scie. Au niveau des projets portuaires, nous avons le relais nautique de Charleroi, nous avons le remplacement des catways à Henri-Alais, à Hermalouis, nous avons un quai, donc là on est sur le port autonome de Liège, et le port de Coron-Meuse, où on a aussi un projet de ponton et de catways. Et là, sur la dia, vous voyez l'esquisse qui est projetée. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je passe maintenant la main à M. Paul Flamand.
Bonjour à tous. Voilà, on va en profiter un peu de la journée ici pour refaire le point sur l'entretien. Donc une réforme qu'on a démarrée en 2018 et que j'avais eu l'occasion de présenter à certains d'entre vous, où on avait mené un travail de répartition des missions d'entretien entre notre personnel et les entreprises, et en mettant en place 3 types de maintenance ou d'entretien, le préventif, conditionnel, curatif. La grosse modification qu'il y a eu, et ça a eu un peu de mal à démarrer, c'est le passage pour l'entretien préventif à des circuits et à des forfaits, avec la mise en place aussi de marchés sujets à commande, avec des montants min, montants max et la cible annuelle. Dernier élément aussi de cette réforme au niveau des baux d'entretien, c'est une évaluation annuelle des prestations, et évaluation qu'on fait en interne et qui est transmise aux entreprises. On a fait une première évaluation du fonctionnement. Je pense que les résultats sont positifs. Tout n'est pas encore mis en place au niveau de chaque direction territoriale. Il y a encore certains baux qui doivent être mis en place, mais globalement, les résultats sont positifs et on continue dans la foulée. Lors de cette réforme, on a pu négocier des augmentations de budget. Au niveau du SPE, on est passé de 33 millions à 40-44 millions sur base annuelle, et on va rester à ce rythme-là sur les années qui vont suivre. Au niveau de la Sofico, on était de l'ordre de 55-60 millions en 2016-2018, et on vise de l'ordre de 75-80 millions pour les années suivantes. Alors, tout ce budget entretien et tout le travail qu'on a fait, on a décomposé ce budget en différentes catégories. Je pense que il y a de l'ordre de 7 marchés par district, répartis en curage, brossage, propreté, plantation, signalisation glissière, génie civil, curatif et tout ce qui est bassin d'orage. Alors, tout n'est pas rose dans le mécanisme. On a une thématique qui nous pose problème, c'est le marquage. Il y a des endroits où ça va très bien, parce qu'il y a de la concurrence, il y a des entreprises qui sont là pour intervenir. Il y a des zones où on peine à obtenir des entreprises pour venir marquer, malgré qu'il y a des contrats. Je pense qu'au niveau des entreprises génie civil, vous avez aussi le même constat dans certaines zones, mais gros point d'attention, et je voulais en profiter aussi ici, on va mener une réforme probablement si on ne voit pas d'amélioration en termes de marquage, parce qu'on a réellement un problème dans certaines zones qui sont plus dans le sud de la région. Donc, on a déjà parlé avec Didier Bloch quand je suis arrivé, mais on va retravailler un peu le sujet pour voir comment on peut améliorer les choses au niveau du marquage. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, mes collègues vous ont abondamment parlé de tous les marchés qui vont sortir, mais tout ça demande aussi des outils pour les mettre en œuvre. Et donc, moi, je vais vous parler du nouvel outil Omega. Alors, Omega, c'est quoi? C'est le nouvel outil informatique de gestion des marchés publics passés par le SPOE. C'est vraiment très large. Donc, c'est les marchés, tous les marchés, SPOE, tous les SPOE. C'est basé sur Odoo et ça implique l'usage d'un portail d'échange web entre administration et adjudicateurs. C'est donc, qu'est-ce qu'on vise? C'est la dématérialisation de tous les marchés publics wallons. Tous les marchés, c'est aussi bien travaux, fournitures, services, marché à commande, allo, conjoint, accord cadre, toute la panoplie y est, et vous les connaissez. Donc, c'était vraiment l'occasion de cette rencontre pour vous présenter ce qui va nous arriver très rapidement, et donc vous aussi. Le périmètre, c'est quoi? C'est vraiment l'ensemble de la vie du marché. Donc, depuis la préparation, la publication, l'analyse des offres et l'attribution,
toute la vie du marché en lien avec l'exécution, les états d'avancement, les invitations à facturer, les modifications, la fin du marché, donc tout ce qui est réception provisoire définitive, des comptes finales, cautionnement, garantie, intérêt de retard. Donc vraiment, c'est très très large, ça prend toute la vie du marché. Alors, qui va utiliser Omega? Voilà, c'est nous tous. Chez nous, aussi bien fonctionnaires dirigeants, auteurs de projets, les contrôleurs, les comptables. Chez vous aussi, aussi bien les agents de terrain que votre service comptabilité administratif, donc, et aussi nos partenaires en cas éventuel de marché conjoint. Alors, Omega, il y a deux faces à Omega. Un front office baptisé Expressum, donc ça sera vraiment le portail des adjudicataires, c'est là où vous aurez toutes les interactions, et un back-office Omega pour l'outil de l'administration. Donc voilà, en avant-première, enfin je pense avant-première parce que vous avez déjà eu peut-être pour certains une petite introduction au sujet d'Omega, mais voilà à quoi ça va ressembler Expressum. C'est aussi pour dédramatiser parce que comme vous allez voir, donc une fois que le marché est attribué, tous les échanges entre les adjudicateurs et administration se feront uniquement par ce portail. Donc les états d'avancement, je vais y revenir avec un exemple, déclaration de créance, invitation à facturer, mais donc vraiment tout ce qui est en lien avec le marché, ce sera la plateforme unique d'échange entre nous. Alors voilà une capture d'écran. C'est vraiment pour vous montrer que c'est quand même quelque chose qui sera très intuitif. Donc ici, un exemple de métrie récapitulatif, c'est juste les parties qui sont ici surlignées en jaune qui seront à rentrer, donc moins de risque d'erreur. Et donc, voilà, vous recevrez évidemment la partie à rentrer et il ne restera que les parties en couleur à rentrer. Un exemple d'état d'avancement, ici, voilà l'état d'avancement du mois d'avril 2023. Si on prend le premier poste qui est la mise à blanc, il y avait 10 250 mètres carrés prévus dans le métrait initial. Lors des précédents états d'avancement, on en a déjà fait 710 et celui-ci, vous en faites 10. Vous remplissez uniquement la quantité de l'avancement, mais vous savez déjà exactement où vous en êtes. Donc ce qui a été vraiment voulu aussi, c'est qu'on a fait la possibilité d'importer une fois l'état d'avancement en fichier Excel, donc qui est généré par l'outil, et ça permet aussi d'envisager des mappings avec vos ERP éventuellement que vous auriez déjà maintenant. Donc le but, c'est vraiment éviter le double encodage. Et ici, un exemple de déclaration de créance. Voilà, ce sera vraiment ce type d'interaction que nous aurons avec beaucoup plus de traçabilité, avec vraiment, là, ce sera directement en ligne, on sait vraiment voir, plus de pertes non plus, pas de mauvaises adresses, etc. Donc, voilà. Alors, il y a aussi des choses qui ne changent pas, et ça, je pense que c'est important aussi de les parcourir. Donc, tout ce qui est remise d'offres, ce sera toujours évidemment via le portail fédéral e-procurement. Et les factures, ça continue d'être émis selon les modalités qui sont finalement assez récentes puisqu'elles datent de début de cette année, dans le cadre du décret WebEFIN, c'est-à-dire facture électronique ou papier envoyé au centre de scanning du SPOE. Ça reste, on commence seulement à bien maîtriser. Alors, point de vue timing, voilà, pas de panique. Au jour d'aujourd'hui, au sein du SPOEMI, on est en train de faire les tests, des démarrages et une mise en place graduelle. C'est vraiment un mot important. Ce ne sera pas comme justement WebEFIN qui, tout d'un coup, on a dû tous y passer. Ici, c'est vraiment graduellement. Donc, les deux systèmes, un système, on va dire principalement papier actuel, va cohabiter avec Omega, en tout cas au début. Donc, ce qu'on vit, c'est mi-septembre de cette année, la mise en production au sein du SPOE EMI d'abord. Voilà, comme nous, voilà, on a énormément de marchés, on est pilote pour l'ensemble des SPOE, mais ce sera aussi déployé dans les autres SPOE dans la foulée. On prévoit des formations en interne et aussi des capsules vidéo pour chacune des étapes
pour que ce soit à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Et le but, c'est que les premiers avis de marché qui seront publiés avec Omega, ce sera dans la foulée de mi-septembre. Et pour fin de cette année, les premiers nouveaux marchés gérés par Omega et Expressom de votre côté. J'insiste sur le fait que tous les marchés actuels vont continuer dans le système qui sont actuellement valables. Ici, quand on commencera un nouveau marché avec Omega et celui-là sera... toute la vie de ce marché-là sera gérée par Omega, mais on n'aura pas un double système. Donc ce sera uniquement les nouveaux marchés, donc principalement ceux dont on vous a parlé ici, qui seront sur Omega à partir de 2024. Voilà ce qui nous attend. Et maintenant, je passe la parole à Étienne pour... Voilà, quelques mots avant de conclure cette session sur un certain nombre d'opportunités aussi en matière de bâtiments du SPWMI, mais également en matière de moyens qui sont mis à disposition des pouvoirs locaux pour mener un certain nombre de politiques publiques orientées par la Wallonie. Alors, bâtiments, d'une part, ce ne sont pas les bâtiments des pouvoirs locaux ici dont il s'agit, ce sont les bâtiments du SPWMI. Vous devez savoir qu'au niveau du SPWMI, nous avons un parc de bâtiments en gestion propre d'un peu plus de 1000 unités. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de la tâche, mais qui est quelque part à l'image et aussi en termes de temporalité de nos réseaux et des infrastructures que nous avons en gestion. Nous avons des maisons inclusières, nous avons des districts, nous avons des régies, des bâtiments emblématiques sur les barrages réservoirs notamment. Et donc, ce parc, d'une part, il est vieillissant, il doit être entretenu et on doit augmenter sa performance énergétique. On a encore très récemment décroché des budgets extrêmement importants pour pouvoir faire face à ces défis de vieillissement, mais aussi d'augmentation de la performance de ces bâtiments. Il y a 30 millions qui sont prévus dans le cadre du plan de relance de la Wallonie et on a eu, sur base évidemment d'un très bon travail préparatoire mené par les équipes de SPWMI, on a eu la chance de décrocher tout récemment une enveloppe d'un peu plus de 55 millions d'euros dans le cadre de la future programmation FEDER. Alors, de quoi s'agit-il en termes temporels? De travailler dans le cadre de programmes pluriannuels qui s'étendent soit de 2022 à 2025, soit de 2023 à 2027, avec des objectifs, comme je le disais, de performance énergétique, et tout ça, évidemment, cadrant avec les objectifs climatiques dans lesquels la Wallonie s'est inscrite, et Monsieur le Ministre en a touché un mot tout à l'heure, de neutralité carbone, mais également de quasi zéro énergie en termes de performance énergétique. Alors, de quoi parlons-nous? On parle, lorsque c'est irrémédiable, entre guillemets, ou irréconciliable en termes de modernisation, on va vers de la reconstruction totale de bâtiments. Mais alors, ça peut aussi concerner des interventions plus légères en matière de châssis, d'isolation, de systèmes de chauffage technologique, de production évidemment d'électricité, d'autoproduction et d'autoconsommation également, mais également évidemment de la modification de type d'éclairage. Tout ça dans une perspective d'exemplarité en termes de qualité des matériaux. Et également, ce qu'on demande, et j'en reviendrai évidemment dans mes conclusions, c'est de travailler de plus en plus dans le cadre de l'économie circulaire, avec de l'analyse évidemment du cycle de vie de l'ensemble des composantes entrant dans la composition de ces bâtiments, et beaucoup de réflexions sur cette question de la circularité. Alors très concrètement, ces enveloppes en termes de marché, on est évidemment un peu plus avancé sur la première enveloppe plan de relance. Ça a concerné un certain nombre de marchés de services, mais également 16 marchés de travaux. Et à l'intérieur de ces différents marchés de services et de travaux, il y a évidemment des packages de bâtiments qui sont concernés. Vous avez les chiffres qui sont présentés ici sur le slide. Et sur base évidemment de la future programmation FEDER qui vient maintenant d'être décidée, nous allons lancer un certain nombre de marchés de services pour nous aider à préparer les futurs cahiers des charges de marchés de travaux. Et il est envisagé de lancer 21 marchés de travaux pour un total de 36 bâtiments. Ça, c'est pour notre parc interne de bâtiments. Et vous voyez ici
quelque part les volumes en termes de marché qui seront sortis pour un peu plus, donc une somme d'un peu plus de 80 millions d'euros. Alors, nous avons aussi une capacité au sein du département des infrastructures subsidiées, dont Umberto Romano est l'inspecteur général et que j'excuse ici, de quelque part subsidier un certain nombre de travaux à l'attention des pouvoirs locaux, de régies communales autonomes, mais également de zones de police. En matière d'infrastructures sportives, en matière de bâtiments publics, mais là on parle évidemment des bâtiments des pouvoirs locaux, en matière d'aménagement de sécurité, en matière de voirie. Mais ici, je vais faire un focus dans les compétences du ministre Henry, puisque c'est lui, quelque part, qui chapeaute l'organisation de cette journée avec l'ensemble de ses compétences, la Sofico, la SRWT, l'OTW, comme on dit maintenant, et le groupe Tech. Mais également, il a, je dirais, dans une déclinaison plus locale, à mettre en œuvre un certain nombre de dynamiques au niveau des pouvoirs locaux en matière de mobilité active et d'intermodalité au travers du plan PIMACI. Alors PIMACI, c'est le plan d'investissement, mobilité active et intermodalité pour les communes. C'est calqué sur le régime des plans d'investissement communaux, qui lui-même dépend du Fonds régional des investissements communaux, qui est donc un droit de tirage. On n'est pas sur une logique d'appel à projet. Les pouvoirs locaux connaissent l'enveloppe qui leur est dévolue et rendent un plan d'investissement lié à la mobilité active et à l'intermodalité. Ce plan, sur 3 ans, il est doté de 210 millions d'euros qui vont être donc injectés à l'intérieur des pouvoirs locaux, un taux de subside de 80%. Donc, ça fait un volume à sortir jusqu'en 2024, et je reviendrai sur la programmation pluriannuelle, de 260 millions de travaux communaux subsidiés à 80% pour la Wallonie, pour requalifier des espaces publics en faveur de la mobilité piétonne, mais également cyclable, pour aménager des pistes cyclables ou des espaces dédiés à la mobilité cyclable, mais aussi pour, dans une logique d'intermodalité et de connexion avec d'autres modes de transport, notamment le transport en commun routier ou ferré, faire en sorte de développer des mobipoles au sein des villes et communes wallonnes. Ce droit de tirage est évidemment lié, est accessible à l'ensemble des communes de Wallonie, les 262 communes. Je vais passer sur ce slide, mais vous voyez que chacune des communes, ici on a anonymisé le nom de la commune, mais en regardant grosso modo le nom des projets qui sont là, les plus initiés comprendront. On a quelque part un pilotage projet par projet de ces différents dossiers. Vous mesurez ici, uniquement sur cette enveloppe de 210 millions d'euros, la gageure qu'est de suivre l'ensemble de ces dossiers. On est ici sur cette enveloppe-là, et on ne parle ici que du plan PIMACI, sur 1200 dossiers à suivre. Évidemment, pour chacune des communes, ça représente en moyenne entre 3 et 10 dossiers qui peuvent être portés. Et l'échéance temporelle, c'est quelque part ici et maintenant 210 millions, avec, et la date qui fait foi quelque part, c'est la date quelque part de décision au niveau du conseil communal d'attribution de marché. On est sur une enveloppe d'un peu moins de 80 millions d'euros en 2023 et une enveloppe d'un peu plus de 180 millions en 2024. Vous voyez l'ampleur quelque part du travail qui est à charge bien entendu des équipes du SPWMI, mais aussi au niveau des pouvoirs locaux, puisque à côté de cette enveloppe PIMACI, vous avez vu toutes les autres compétences, plans d'investissement communaux et tous les autres plans qui ont été notamment validés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. Alors évidemment, il y aura très certainement une future programmation, mais ça, ce sera envisagé dans le cadre de la prochaine législature. Voici pour les bâtiments et les infrastructures locales, et il me revient avant la session de questions-réponses et avant, et on m'a bien notifié de manière impérative de vous signifier qu'il y aura un moment de convivialité, quelque part d'apporter quelques éléments de mise en perspective pour boucler la boucle par rapport à l'introduction du ministre tout à l'heure. Vous dire tout d'abord qu'on est ici aujourd'hui réunis dans le cadre d'un exercice qui quelque part vise à créer du lien entre
des pouvoirs adjudicateurs wallons, à l'échelle évidemment du SPWMI, à l'échelle de la Sofico, à l'échelle de l'OTW, mais également des pouvoirs adjudicateurs locaux. On vous a donné une illustration de ce que la Wallonie met sur la table pour que les pouvoirs locaux puissent mettre en œuvre un certain nombre de pouvoirs publics. Et donc c'est une action prioritaire du gouvernement wallon qui a donc adopté une stratégie qui quelque part vise à améliorer l'ensemble de cette dynamique de marché public à l'échelle de la Wallonie. Cette dynamique vise 4 grands objectifs. Professionnaliser la commande publique, donc là on parle au pouvoir adjudicateur, faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises. Je vois des représentants de très grosses entreprises wallonnes et on peut s'en féliciter dans la salle, mais il y a aussi des représentants de plus petites entreprises. Et vous avez remarqué par la typologie des marchés et l'ampleur des marchés qui vous ont été présentés ici cet après-midi qu'il y en a pour tout le monde et pour toutes les tailles, pour toutes les matières et pour l'ensemble des chiffres d'affaires ou des classes des différentes entreprises. Rendre les marchés publics plus durables, j'y reviendrai bien entendu, et renforcer le pilotage et la gouvernance en matière de commande publique à l'échelle de la Wallonie. Tout cela se fait à l'échelle d'un certain nombre de work packages et de projets. Et je pense qu'on peut se féliciter au niveau de la démarche de ce jour, mais également de toute une série d'initiatives qui ont été prises anciennement par les ex-DGO1, ex-DGO2, maintenant par le SPWI Mobilité Infrastructure, que je pense qu'on n'a certainement pas tardé à s'inscrire dans cette logique-là, en matière notamment d'échanges de cette nature, puisque je pense qu'on est déjà à la 7e ou 8e organisation de ce genre de rencontre. On peut citer aussi en exemple le Caliroute, puisque le Caliroute reste quand même un modèle qui réunit les pouvoirs adjudicateurs, les fournisseurs, les entreprises, pour faire converger à un moment donné, quelque part, un référentiel qui est co-construit entre les secteurs et les pouvoirs adjudicateurs, en l'occurrence le SPWI Mobilité et Infrastructure, pour qu'on se comprenne bien sur la portée de ce qu'est cette commande publique et des référentiels que nous mettons en commun. Également, Agnès vient de vous présenter à l'instant le projet Oméga. Vous savez qu'on est dans une suite dématérialisée qui se concrétise de plus en plus en matière de marché public. Le projet Oméga est un projet porté de très longue date par les équipes du SPWI Mobilité et Infrastructure et qui s'inscrit évidemment de manière tout à fait pertinente dans cette stratégie d'amélioration de la commande publique. On a toute une série d'outils qui sont développés en matière de connaissance de ces marchés. On doit progresser, bien entendu, à l'échelle globale de la Wallonie. Et le fait d'avoir ici, quelque part, invité l'OTW, de vous avoir fait part d'un certain nombre de marchés qui sont passés par d'autres pouvoirs adjudicateurs, quelque part, facilite cette information et cette circulation de l'information entre nous. Voici pour le premier sujet. Le deuxième sujet, bien entendu, c'est le fait d'avoir augmenté quelque part notre performance aussi en matière de commande publique responsable. La responsabilité, ça touche les dimensions sociales, mais aussi ça touche les dimensions environnementales. Il y a déjà toute une série de choses qui ont été faites par le passé, mais ça vous a été déjà rappelé tout à l'heure. Il y a toute une série de nouveaux marchés et on va amplifier la dynamique et ça va toucher des marchés de plus en plus, de moins en moins, de plus en plus petite ampleur, je dirais. On a éprouvé le modèle sur des marchés tels que le partenariat public-privé du plan Lumière. Donc ça, on est sur des méga marchés. On a déjà éprouvé ce type de dynamique visant à inscrire notamment l'échelle de performance CO2 dans la dynamique de marché de manière tout à fait importante dans toute une série de marchés. Mais ça va se poursuivre et ça va toucher de plus en plus des marchés à plus large échelle et qui vont toucher peut-être des entreprises qui potentiellement ne se sont pas encore investies dans ces matières-là. Et donc c'est un signal, à côté du signal de la digitalisation, c'est aussi un signal extrêmement important pour que les entreprises soient sensibilisées de plus en plus à comprendre ce qu'il y a là derrière en matière de démarche sociale, mais aussi en matière de démarche environnementale, pour que chacun soit prêt et chacun soit compétitif aussi dans sa remise d'offres et dans tout ce qu'il va devoir mettre en place pour pouvoir assumer quelque part ces impératifs de gestion des émissions
de gaz à effet de serre notamment. Donc là, c'est un message, je pense, relativement important que je souhaitais vous adresser. Et tout ça boucle quelque part avec la volonté de ce gouvernement, et je ne doute pas des prochaines équipes gouvernementales dans les prochaines années. Vous avez ici 3 exemples de dossiers sur lesquels soit adjugés, soit en cours d'adjudication, qui, quelque part, sur lesquels on attend et on est en train de mettre en œuvre ce type de dynamique. Voilà pour les quelques mots de conclusion ou les messages particuliers que je voulais partager avec vous en guise de conclusion. Je me faisais la réflexion, enfin quelques réflexions bien entendu en entendant tout ce qui a été émis au cours de cette heure et demie, et je pense qu'on a tenu le timing, on est tip-top dans le timing. Vous dire et répéter qu'il y en a pour toutes les entreprises en termes de taille, en termes de spécificité, en termes de, je dirais, de typologie de marché. Et donc, je pense que là, il y a vraiment à avoir ce niveau d'information. C'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir partager par rapport à ça, parce que vous avez vu que les enveloppes sont colossales. Je n'ai pas fait l'exercice de sommer tout ce qui vous a été dit, mais grâce au QR code, vous pourrez, je pense, aisément le faire. Ce qui se présente devant nous en 2023, 2024, 2025, on a peut-être retiré les QR codes, mais voilà. Ce qui se présente devant nous en 2023, 2024, 2025, tant au niveau du SPOEMI qu'au niveau des pouvoirs locaux, qu'au niveau de l'OTW, qu'au niveau de la Sofico, bien entendu, est assez majeur en termes de dossiers à sortir. Et nous ne réussirons à les sortir qu'avec votre concours. Et donc nous sommes là partenaires. Il y a des opportunités à saisir par rapport à cela. Et donc on le réussira ensemble. Donc la communication sur la volumétrie et sur la typologie des marchés est extrêmement important. Et vous avez vu la grande diversité des marchés que nous allons sortir. Le deuxième élément, et je me souviens d'échanges que nous avions eus l'année dernière, vous avez vu qu'on commence à sortir de plus en plus des marchés de design and build. C'est un sujet qu'on avait évoqué notamment l'année dernière. Vous avez vu que ce type de marché est en train de sortir. Ça n'est pas approprié pour l'ensemble, pour chacune des typologies. Mais là, il y a aussi à mener des points de réflexion. On est en train d'en sortir des marchés. À vous aussi, secteur, de vous préparer pour cette typologie de marché. On a illustré une passerelle. Il y a un marché d'ouvrage d'art qui est en cours à la direction des routes de Mons, qui est en cours. Donc, vous voyez, en matière de bâtiments aussi, il y aura du design and build, avec des composantes aussi technologiques qui intègrent les composantes de génie civil. Donc là, c'est des messages, quelque part, que nous avons entendus. Ça n'est pas totalement généralisable, mais c'est des typologies de marché que nous investiguons et sur lesquelles, je pense, on doit être raccord en bonne intelligence. Voilà, je pense, pour quelques éléments clés que je voulais vous partager ici en guise de conclusion, mais évidemment, j'ouvre la session de questions-réponses et je ne doute pas qu'il y aura l'une ou l'autre question au regard des contenus qui vous ont été prodigués ici en cette fin d'après-midi. Voilà, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Est-ce que Didier Bloch va nous gratifier d'une première question ? Je retiens particulièrement l'importance des adjudications à fournir et je voudrais attirer un point d'attention, deux points d'attention par rapport à ces enjeux et par rapport aux réponses que vous allez attendre des entreprises. La première chose, c'est de faire attention à la planification de la publication des marchés. Essayez autant que faire se peut d'étaler, de répartir de la manière la plus homogène qu'il soit les marchés, la publication des marchés. On me faisait la réflexion pas plus tard que ce matin sur le fait que depuis quelque temps, le rythme
des publications était plus faible. Et une personne me disait, mais je crains que ça ne s'accélère au mois de juillet, période qui est la moins propice pour les entreprises. Donc ça, c'est un premier appel. Et un deuxième appel aussi, c'est deux temporalités totalement différentes, mais ça pourrait participer à certains engorgements à certains moments, et ce que personne ne souhaite. C'est également au niveau des ordres de commencer les travaux. Un peu trop souvent, vais-je dire, on a des ordres de commencer des travaux qui font appel à des mêmes sous-traitants. Or, certains sous-traitants ne savent pas se démultiplier. Et donc, en effet, là, j'aimerais lancer un appel à plus de concertation au niveau du lancement des marchés, du démarrage des travaux. Alors, effectivement, c'est des choses qu'on entend et qu'on connaît, sur lesquelles on peut évidemment travailler. Sur le thème des cycles d'adjudication, il y a en gros deux cycles. Il y a les cycles des programmes et le cycle des projets. Le cycle des programmes, on en discutait avec Monsieur le ministre à l'instant. Vous avez vu les courbes en cloche, hein, qui quelque part sur 5, 6 à 7 ans, sur lesquels on doit travailler. Et le ministre et le gouvernement, il y a eu un échange très récent entre Paul, Michael et le gouvernement sur le PIMT, l'étalement du PIMT et les futurs équilibres. Donc il y a tout un travail sur quelque part une lisibilité sur un chiffre d'affaires constant. Et puis après, effectivement, un cycle qui est plus un cycle de projet, avec, on entend ce message, avec davantage de nécessité d'étaler sur une année, on va dire ça comme ça, du 1er janvier au presque 31 décembre. Enfin, pour nous, ce n'est pas tout à fait le 31 décembre, puisque vous savez qu'on a des impératifs de clôture budgétaire un petit peu avant ça, davantage. On y travaille, effectivement, c'est assez compliqué, parce que nous aussi, en interne, nos équipes ont des cycles, avec toute une série d'activités qui leur appartiennent, mais effectivement, c'est un message qu'on entend. Sur lesquels il y a des directeurs territoriaux dans la salle, des inspecteurs généraux qui peuvent entendre le message. Le deuxième sujet, c'est la qualité, enfin la temporalité de l'ordre de service. Tout d'abord, il y a des règles derrière. Hein, à partir du moment où on a une notification, l'ordre de service doit être donné dans un certain délai. Donc, il faut peut-être de manière intelligente travailler aussi un petit peu là-dessus. Et voilà, c'est des choses qu'on peut entendre une certaine amplitude, mais sur lesquelles on n'a pas nécessairement non plus tous les leviers. Donc voilà, on entend les messages. Et sur la disponibilité des sous-traitants, j'espère que vous n'évoquiez pas la question des marquages. Voilà. Parce que ça, je pense que Paul a bien fait d'en parler. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on sifflera à la fin de la récréation. Allez, c'était la première question. Pour le secteur technologique, pas de questions, pas de... On a bien noté pour le secteur technologique, vous savez que dans Caliroute, il y a des formules de révision type. On a bien noté, on a eu un échange il y a quelques mois sur des grappes de formules de révision pour le secteur technologique. On a bien ça dans nos radars pour essayer quelque part d'avoir en fonction des différentes typologies parce que évidemment la diversité des matériaux et la diversité des typologies de marché dans le secteur technologique était important, de travailler avec le secteur. Et à l'époque, c'était bien entendu Agoria qui était venu nous voir sur des formules de révision type. C'est bien quelque chose qu'on a dans nos radars. Oui. Par rapport au projet que vous sortez en design mobile, je pense que c'est une solution qui est en effet, qui peut avoir certains avantages. Je tenais simplement à souligner un point, et je l'ai abordé notamment, vous avez parlé tout à l'heure du dossier qui était en design and build pour la direction des routes de Mons.
Je pense que ces dossiers-là demandent une grande énergie de la part des entrepreneurs, une grande énergie de la part des bureaux d'études qui sont associés. Et je pense que ces dossiers-là doivent avoir une juste rémunération. Je pense qu'il y a en effet, dans les marchés qui ont été lancés, une rémunération qui a été prévue, mais je pense qu'elle est un peu faible à ce stade-ci, par rapport à l'ampleur du travail qui doit être fait au niveau des équipes de l'entrepreneur et des équipes de bureaux d'études. Oui, je partage quelque part, à partir du moment où un dossier atteint un certain niveau de qualité, un certain niveau initial, le point de vue, on en a déjà discuté en comité de direction, le fait que ça nécessite, ça justifie quelque part une rémunération. J'entends le point de la juste rémunération. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, voilà, on entend le message. Bien. Il faisait pourtant relativement frais dans la salle, mais tout le monde a soif. On peut continuer, bien entendu, les échanges lors du moment de convivialité, mais il me revient au nom de la Sofico, au nom de l'OTW, de vous remercier pour votre présence. Et donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit, au bulletin, soyez attentifs à nos publications et bien entendu, on est toujours disponible pour l'un ou l'autre échange, dans le cadre, bien entendu, du respect des prérogatives des uns et des autres. Bonne fin d'après-midi et au plaisir de se croiser lors du moment de convivialité.